Mon enfant, installe-toi confortablement. Laisse-moi te raconter une histoire sur les liens du sang et les blessures du cœur. C'est l'histoire d'une mère qui a tout donné et d'un fils qui a tout oublié jusqu'à ce que la vie, avec sa patience cruelle, se charge de lui rafraîchir la mémoire. Je montais lentement les quelques marches de mon perron grimaçant à cause de la douleur dans mes articulations. 76 ans, ce n'est pas une plaisanterie. La boîte aux lettres a grincé lorsque j'ai ouvert sa petite porte. Des publicités, des factures et une enveloppe couleur crème avec l'écriture soignée et un peu maniérée de ma belle-fille. Je l'ai fixée un long moment, hésitant à l'ouvrir. La dernière fois qu'Élise m'avait écrit à la main, c'était il y a au moins 10 ans. Ma petite maison de Rambouillet semblait silencieuse et vide quand je suis rentrée. M'installant dans un fauteuil usé, près de la fenêtre, j'ai soigneusement décacheté l'enveloppe. « Chère Hélène, vous êtes invitée à un dîner de célébration en l'honneur du 15e anniversaire de Camille le samedi à 10 à 9 heures. » J'ai relu la note 3 fois. Pas de mots chaleureux, juste une invitation sèche. Et pourtant, c'était une invitation la première depuis longtemps. Mon fils Étienne et sa femme Élise vivaient à 20 minutes de là, dans une maison moderne avec des baies vitrées et un jardin manucuré. Autrefois, j'y allais chaque semaine, aidant avec les enfants, préparant les déjeuners du dimanche. Maintenant, je n'y avais pas mis les pieds depuis plus d'1 an. Tout avait commencé discrètement. D'abord, les appels téléphoniques ont changé. « Maman, je suis désolée, on ne peut pas passer aujourd'hui, on a des choses à faire. » Puis les dîners de famille ont été annulés. Tu sais, nous avons décidé de passer Noël juste en famille cette année, comme si je n'étais pas leur famille. Je me suis levée et je me suis approchée de la commode où se trouvaient les photos. Étienne bébé, un garçon souriant avec des taches de rousseur et une dent de devant en moins. Mon unique enfant. Je l'avais élevé seul après que Robert, mon mari, soit mort dans un accident de voiture quand Étienne n'avait que 9 ans. J'ai renoncé à mes ambitions de devenir infirmière. J'ai cumulé 2 emplois. J'ai économisé sur tout pour que mon fils puisse faire des études. Étienne a été à la hauteur de mes espoirs. Il est devenu ingénieur, a épousé Élise, une fille de bonne famille, a acheté une maison, a eu des enfants. Camille est née la première suivie 3 ans plus tard par Léo. J'ai aidé pour les 2, changeant les couches, préparant les biberons, chantant des berceuses. À l'époque, Élise n'était que trop heureuse de m'avoir à ses côtés. Combien de nuits avais-je passé à bercer la petite Camille pendant qu'Étienne et Élise essayaient de dormir? Combien de fois avais-je récupéré les enfants à la crèche quand Élise était en retard à son travail? J'étais là pour eux, toujours là, tant qu'ils en avaient besoin. Tout a changé quand Léo a eu 5 ans. Étienne a eu une promotion. Élise a trouvé un emploi dans une agence immobilière. Ils sont devenus ce qu'ils appelaient des gens qui ont réussi. De nouveaux amis, de nouveaux intérêts, une nouvelle vie dans laquelle moi, une vieille femme aux habitudes simples, n'avais pas ma place. « Maman, pourrais-tu s'il te plaît ne pas venir avec ce vieux pull ?» Étienne plissait le nez chaque fois que je me présentais chez eux. « Hélène, nous ne mangeons plus de plats en sauce maintenant », disait froidement Élise, en repoussant l'assiette de bœuf bourguignon que j'avais apportée. Étienne avait toujours été un garçon ambitieux. Même enfant, il rêvait d'une grande maison, d'une voiture chère, d'un travail prestigieux. C'était peu être de ma faute. Je lui disais si souvent « Tu dois faire mieux que moi, tu dois réussir dans la vie ». Et il l'a fait. Et je suis restée ce que j'avais toujours été, une simple femme de la classe ouvrière, ancienne vendeuse, puis femme de ménage dans un supermarché. Élise m'a toujours méprisée. Elle venait d'une famille d'enseignants de père en fils, éduqués avec de bonnes manières. Je la voyais tressaillir quand je prononçais mal des mots étrangers ou que j'utilisais la mauvaise fourchette au déjeuner. Au début, elle me supportait pour l'amour d'Étienne. Ensuite, quand les enfants étaient petits, j'étais une baby-sitter utile. Mais une fois que mon aide n'a plus été nécessaire, Élise m'a fait comprendre que je n'étais qu'une nuisance pour eux. Mes petits-enfants ont grandi et ont cessé de courir vers moi les bras ouverts. Camille levait les yeux au ciel quand je lui posais des questions sur l'école, et Léo se cachait derrière sa tablette marmonnant à peine un bonjour. Les enfants adoptent l'attitude de leurs parents. Si leur mère et leur père ne respectent pas leur grand-mère, leurs petits-enfants ne le feront pas non plus. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était le réveillon de Noël de l'année dernière.
J'avais préparé le chapon farci traditionnel, comme je le fais toujours. Je suis arrivée chez eux le matin pour tout organiser, mais la porte a été ouverte par une femme inconnue en tablier. « Qui êtes-vous » ai-je demandé confuse. « Laura Nightingale, traiteur goût gourmet. »« Et vous êtes ?»« Je suis Hélène, la mère d'Étienne. » Laura avait l'air perplexe. On ne m'a rien dit au sujet d'une assistante. À ce moment-là, Élise est apparue impeccable dans son tailleur beige parfaitement coiffé. « Hélène, tu es en avance. Nous allions t'appeler. » Tu vois, cette année, nous avons décidé de faire appel à des professionnels pour le dîner. Nous avons des invités du cabinet d'Étienne. J'étais là, avec mon chapon dans les mains, me sentant complètement idiote. Mais j'ai toujours cuisiné pour le réveillon. C'était avant, m'a coupé Élise. Nous faisons les choses différemment maintenant. Depuis, les invitations étaient devenues rares. Je n'étais invitée que pour les plus grandes fêtes et pas toujours. J'ai essayé de protester, d'appeler, de demander ce qui n'allait pas. Étienne m'a repoussée. « Maman, tu fais du drame. On est juste occupés. On a nos propres vies. » Je fixais sa photo, me souvenant comment cet homme de 42 ans grimpait autrefois sur mes genoux après un cauchemar. Comment j'embrassais ses genoux écorchés. Comment je lui avais appris à faire du vélo. Comment j'avais veillé des nuits sur ses manuels scolaires pour l'aider à faire ses devoirs. Quand est-ce que tout a mal tourné peu? Être que j'étais trop dure avec lui ou que je l'ai trop gâté? Où était-ce Élise, qui m'a toujours considérée comme une simplette sans éducation? Je connaissais les difficultés financières d'Étienne et Élise. Ils ne l'avaient jamais dit directement, mais j'avais remarqué les signes. Étienne contractait des prêts pour des rénovations pour une nouvelle voiture, pour des vacances. Élise achetait constamment des choses chères, comme si elle essayait de prouver quelque chose. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, essayant d'être à la hauteur du statut qu'ils s'étaient inventé. J'ai proposé de les aider. J'avais de petites économies, pas une fortune bien sûr, mais cela aurait pu aider. Étienne a refusé, déclarant fièrement qu'il pouvait s'occuper de sa propre famille. 1 mois plus tard, j'ai appris par hasard qu'il avait contracté un autre prêt. Je me suis souvenu comment Élise avait grincé des dents quand j'avais offert des pulls tricotés main à mes petits-enfants pour Noël il y a 2 ans. Les enfants ont remercié votre grand-mère pour ces choses intéressantes, avait-elle dit comme si je leur avais apporté des ordures. Les pulls sont restés dans leur emballage. 1 semaine plus tard, je les ai vus dans une benne de dons devant le supermarché. La dernière fois que j'étais allée chez eux, c'était il y a 6 mois pour l'anniversaire de Léo. Étienne avait parlé à ses amis toute la soirée. Élise organisait et les petits-enfants couraient avec leurs copains. J'étais assise dans un coin du salon comme une personne invisible. Personne n'a remarqué quand je suis partie. Maintenant, cette invitation, qu'est-ce que cela signifiait? Peu. Être qu'Étienne s'était ressaisi. Peu. Être qu'ils avaient réalisé qu'il m'avait fait de la peine. Je suis allée vers le miroir dans le couloir. Cheveux gris, rides, lunettes, démodées à monture fine. Une vieille femme que l'on a honte de montrer à ses amis qui ont réussi. J'ai souri amèrement à mon reflet. Et pourtant, c'était l'anniversaire de ma petite fille. 15 ans, c'était une date importante. Malgré tout ce qui s'était passé, j'aimais Camille. Je me souvenais avoir tenu son petit corps dans mes bras le premier jour de sa vie, lui avoir appris à dire ses premiers mots, lui avoir lu des histoires pour s'endormir. Camille était une enfant sensible. Quand elle avait 7 ans, elle avait trouvé chez moi une vieille photo de son grand-père, Robert, qu'elle n'avait jamais connu. « Mamie, est-ce que papy était gentil ?» m'avait-elle demandé. « L'homme le plus gentil que j'ai jamais connu » avais-je répondu et ma voix avait tremblé. Camille m'avait entourée de ses petits bras. « Ne pleure pas, mamie. Je t'aimerai pour 2. » Qu'était-il advenu de cette petite fille sensible où sa gentillesse avait-elle disparu? À 15 ans, elle était le portrait craché de sa mère froide, arrogante me regardant comme un rappel inconfortable de ses racines. Pas si, brillante. Et Léo, à 10 ans, il était un garçon si curieux, me posant 1000 questions, voulant tout savoir sur le monde. Maintenant, il a 12 ans et il quitte à peine son téléphone pour me dire bonjour. La décision était prise. J'irai à ce dîner. C'était peu. Être une chance de réparer la relation. Une dernière chance. Mais quoi porter ma garde-robe manquait de variété. J'ai passé en revue les quelques tenues que j'ai pu trouver. J'ai choisi une robe bleue foncée avec un col blanc que je gardais pour les grandes occasions. Elle était un peu démodée mais propre et soignée. J'avais préparé un cadeau pour Camille à l'avance.
C'était un miroir en argent ancien que j'avais reçu de ma grand-mère. La seule chose de valeur que je possédais, je l'ai poli jusqu'à ce qu'il brille, je l'ai emballé dans une belle boîte et je l'ai noué avec un ruban. La veille du dîner, je n'ai pas réussi à dormir. J'étais tourmentée par des doutes. Pourquoi m'avait-il appelé après tant de mois à m'ignorer? Que dirais-je à Étienne? Comment me comporterais-je avec Élise? Et s'il voulait juste m'humilier une fois de plus, je me suis levée tôt ce matin-là, même si le dîner était prévu pour 10 à 9 heures. Je me suis préparée toute la journée, j'ai pris une douche, je me suis coiffée, j'ai même mis un peu de maquillage, un rouge à lèvres rose fané et un peu de fard à joues. Toute cette préparation me rappelait la façon dont je me préparais pour mes rendez-vous avec Robert. Il disait toujours que j'étais belle même quand je n'avais pas le temps de me coiffer après le service de nuit. Que dirait Robert s'il voyait la façon dont son fils me traitait? Robert était un homme bon, sans arrogance. Même s'il avait une bonne éducation, il n'a jamais eu honte de moi. Au contraire, il était fier de ma force et de mon ardeur au travail. S'il était en vie, les choses se seraient être passées différemment. Être qu'Étienne n'aurait pas grandi si froid. Notre maison était toujours pleine d'amour tant que Robert était en vie. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Étienne était un enfant heureux, entouré de soins. Après la mort de Robert, les choses ont changé. J'ai commencé à travailler plus souvent, laissant Étienne seul. Il a grandi vite, trop vite. Il est devenu renfermé. Sérieux. Même adolescent, il parlait de réussir et d'être riche pour que nous n'ayons plus jamais à économiser. D'une certaine manière, je le comprenais. La pauvreté l'effrayait tout comme elle m'effrayait. Mais pour moi, ce qui comptait, c'était les relations, la famille, l'amour. Pour Étienne, c'était comme s'il avait décidé que l'argent et le statut étaient plus importants que tout le reste. Être que c'était de ma faute. Je me plaignais souvent de ne pas avoir assez d'argent, d'être fatiguée. Être que je lui ai fait penser que notre vie n'était pas assez bien. Je connaissais Élise avant qu'elle ne sorte avec Étienne. Elle travaillait dans la même école que sa petite sœur. Même à l'époque, Élise était ambitieuse et déterminée. Elle voulait plus que ce que sa famille d'enseignants pouvait lui offrir. Étienne était sa chance pour une vie meilleure. Un jeune ingénieur, intelligent, brillant, avec des perspectives. Ils s'emboîtaient comme deux pièces d'un puzzle, tous deux aspirant à s'élever et tous deux voulant le statut et la reconnaissance. Et moi, j'étais juste un rappel d'où venait Étienne du passé qu'il était si impatient de laisser derrière lui. Je me suis souvenue de notre dernière grande dispute. C'était il y a 3 ans, quand j'avais mentionné nonchalamment devant l'un de ses collègues qu'Étienne rêvait d'être astronome quand il était enfant, mais que nous n'avions pas les moyens de lui acheter un télescope. Maman avait sifflé Étienne quand l'invité était parti. « Pourquoi racontes-tu de telles choses ? Ça n'intéresse personne. » « J'étais juste fière de toi, avais-je répondu confuse. « Tu as toujours été un garçon si intelligent et curieux. »« Je ne suis plus un garçon depuis 30 ans, m'avait-il coupé. Et je préférerais que tu ne nous fasses pas passer pour de pauvres perdants. » Nous n'étions pas des perdants, avais-je rétorqué blessée. Nous étions une famille heureuse, quoi qu'il arrive. Étienne avait ri amèrement. Heureux, maman. Je n'ai jamais eu de vraies vacances. Je portais des vêtements usés. Tous mes amis allaient en colonie de vacances et moi je travaillais à temps partiel comme livreur de journaux. J'ai fait de mon mieux, ma voix tremblait. Je sais, avait-il soupiré, s'adoucissant un peu. Mais le passé, c'est le passé. Je me suis construit une nouvelle vie et je préférerais ne pas remuer de vieilles histoires. Après cette conversation, quelque chose s'est finalement brisé entre nous. Étienne m'appelait encore moins, souvent m'invitait encore moins, et moi, j'avais peur de dire la mauvaise chose, de le blesser, de lui rappeler les choses qu'il voulait oublier. À 10 à 8 heures, j'étais prête. Le taxi était réservé pour 10 à 9 heures. Le trajet jusqu'à la maison d'Étienne prendrait environ 15 minutes, mais je préférais être là un peu plus tôt. C'était une habitude de l'époque où je travaillais au supermarché. Même 5 minutes de retard valaient une réprimande. En attendant le taxi, j'étais de nouveau assaillie par des doutes. Et si cette invitation avait été envoyée par erreur? Et s'ils étaient déçus de me voir sur leur seuil? Et si je faisais encore quelque chose de mal? Si je disais la mauvaise chose et que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase? J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone.
être que je devrais appeler m'assurer que l'invitation tenait toujours. Mais ensuite, j'ai chassé cette pensée. Non, ça aurait l'air pathétique comme si je mendiais de l'attention. S'ils veulent vraiment me voir, je viendrai. Et s'ils ne le veulent pas, eh bien au moins, je le saurai avec certitude. Le taxi est arrivé à l'heure. Le chauffeur, un homme plus âgé de mon âge environ, m'a poliment ouvert la porte. Pendant tout le trajet, il a essayé de faire la conversation, me demandant où j'allais si bien habillée. « Chez mon fils pour un dîner de famille », ai-je répondu en essayant d'avoir l'air joyeuse. « Oh, c'est merveilleux », a souri le chauffeur. « La famille, c'est la chose la plus importante que nous ayons. » J'ai hoché la tête incapable de répondre. Oui, la famille était la chose la plus importante. Sauf que, faisais-je encore partie de la famille d'Étienne? La maison de mon fils est apparue au loin. Grande, moderne, avec des buissons parfaitement taillés devant. Le genre de maison que je n'avais vue que dans les magazines ou à la télévision. Étienne avait vraiment accompli beaucoup de choses. Mais à quel prix? Le taxi s'est arrêté au portail. J'ai payé, laissant un généreux pourboire, l'un des rares luxes que je pouvais me permettre. Le chauffeur m'a souhaité une bonne soirée. Si seulement il avait su. Il y avait plusieurs voitures dans l'allée, donc les invités commençaient déjà à arriver. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. À chaque pas, mon cœur battait de plus en plus fort. Je me sentais comme une enfant avant un examen important. La peur, l'incertitude, l'envie de faire demi-tour. Mais j'ai continué. Pour Camille. Pour le dernier espoir de réconciliation, la porte d'entrée était entr'ouverte. De l'intérieur provenaient des voix, des rires, de la musique. J'ai fait une pause sur le seuil, rassemblant mon courage, puis j'ai levé la main et j'ai appuyé sur la sonnette. Le son a retenti fort et strident, comme s'il annonçait l'arrivée d'une intruse. Pendant un instant, les voix à l'intérieur se sont tues, puis des pas se sont fait entendre. La porte s'est ouverte et Étienne se tenait devant moi. Mon fils était si beau dans son costume sombre. Il avait toujours ressemblé à son père. Les mêmes yeux sombres, le même menton bien dessiné. Seulement, il y avait toujours de la chaleur dans les yeux de son père. Et les yeux d'Étienne me regardaient maintenant avec étonnement et anxiété. Maman. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Tu es venu. Ces deux mots prononcés, avec une surprise si évidente, m'en ont dit plus que toute une conversation n'aurait pu le faire. Il ne m'attendait pas. Il ne pensait pas que je viendrais. L'invitation n'avait été qu'une formalité vide de sens s'envoyer peu, être sous la pression de Camille, ou juste pour se donner bonne conscience. Et pourtant j'étais là debout sur leur seuil, avec un cadeau à la main et un espoir dans le cœur qui fondait à chaque seconde qui passait. « Vous m'avez invité ?» J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Joyeux anniversaire à Camille. Étienne s'est écarté, me laissant entrer dans la maison. Ses mouvements étaient raides, comme s'il accomplissait une tâche désagréable. « Entre, hâté, il dit sèchement. Les invités commencent à arriver. » J'ai franchi le seuil, sentant mon cœur se serrer. Le couloir brillait de propreté, le sol, en marbre la console design, contre le mur, l'immense miroir au cadre argenté. Tout était impeccable, tout à sa place. C'était si loin de ma modeste maison avec ses tapis usés et ses vieux meubles. J'ai apporté un cadeau pour Camille, ai-je dit en tendant une boîte soigneusement emballée. Étienne l'a prise sans même la regarder. Bien, je le lui donnerai. J'aimerais le faire moi-même. Elle est occupée avec ses amis en ce moment, hâté, il interromput. Peu, être plus tard. Des voix et des rires provenaient du salon. J'ai fait un pas dans cette direction, mais Étienne m'a arrêté d'une main sur l'épaule. Maman, avant que nous rejoignions les autres, il a hésité cherchant ses mots. Il y aura des gens importants. Des collègues, des partenaires commerciaux. S'il te plaît, sois discrète. J'ai senti la couleur me monter aux joues. Que veux-tu dire? Tu sais, il a évité de me regarder dans les yeux. Ne raconte pas tes histoires sur le passé et ne pose pas de questions personnelles aux gens. Ça peut être gênant. J'ai serré les lèvres, essayant de ne pas montrer à quel point ces mots me blessaient. Étienne avait déjà honte de moi et je n'avais même pas encore eu l'occasion d'ouvrir la bouche. « D'accord ?» ai-je répondu doucement. « Je me tiendrai aussi tranquille qu'une souris. » Étienne a soupiré. « Je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste...
C'est une soirée importante pour Camille. Il s'est retourné et s'est dirigé vers le salon. Je n'avais d'autre choix que de le suivre. Le salon était plein de monde. J'ai reconnu les parents d'Élise. Ils se tenaient près de la cheminée parlant à un couple élégant. Monsieur et Madame Chase m'avaient toujours semblé hautains. Ils enseignaient dans une école privée et se considéraient comme l'élite intellectuelle. Ils me parlaient avec condescendance comme si j'étais une enfant ou pas très intelligente. Élise nous a remarqués et s'est précipitée à notre rencontre. Elle était impeccable dans sa robe crème, avec une coiffure et un maquillage parfait. Hélène, son sourire n'atteignait pas ses yeux. « C'est gentil à vous d'avoir pu venir. » Elle m'a serré dans ses bras une étreinte froide et formelle qui s'est terminée avant que je puisse y répondre. « Où est Camille ?» ai-je demandé en regardant autour de moi. « Je voulais la féliciter. » « Elle se prépare encore, a répondu Élise. « Vous savez ce que c'est avec les adolescentes. Tout doit être parfait. » Élise s'est tournée vers Étienne. « Chéri Richard voulait te parler de ce projet. Il est au bar. » Étienne a hoché la tête et, sans un mot pour moi, s'est éloigné. Élise était sur le point de le suivre, mais je l'ai arrêtée. « Élise, merci de m'avoir invitée. Je pensais que vous m'aviez oubliée. » Son sourire est devenu forcé. « Oh, pas du tout, Hélène. Nous sommes juste très occupés. Vous comprenez le travail, les enfants, les obligations sociales. » Bien sûr, j'ai hoché la tête. Je comprends. C'est juste que parfois je me sens de trop. Élise a semblé embarrassée un instant, mais s'est vite ressaisie. Ne soyez pas ridicule. Vous êtes de la famille. C'est juste que nous avons des centres d'intérêt différents. Elle a jeté un coup d'œil à ma modeste robe. Au fait, voulez-vous quelque chose à boire, champagne-vin? Un verre de vin serait bien, ai-je accepté. Parfait. Attendez ici. Je vais vous le chercher. Élise est partie me laissant seule au milieu du salon. Je me sentais mal à l'aise sous les regards des étrangers. Certains me regardaient avec curiosité, d'autres avec un dédain à peine dissimulé. J'étais une étrangère à cette célébration de la vie. Déterminée à trouver un coin tranquille, je me suis dirigée vers le fond de la pièce où se trouvaient quelques chaises. En chemin, j'ai entendu un bribe de conversation. « C'est la mère d'Étienne », a demandé une femme en tailleur coûteux. Elle a l'air si simple. « C'était une femme de ménage ou quelque chose comme ça », a répondu l'homme en baissant la voix. Étienne est parti de rien. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai accéléré le pas faisant semblant de n'avoir rien entendu. Quand j'ai atteint le fauteuil, je me suis assise essayant de me faire aussi discrète que possible. Élise est revenue avec un verre de vin rouge. « Voilà, ce n'est pas le plus cher mais je pense que vous l'aimerez. » J'ai pris le verre essayant de ne pas montrer à quel point ces mots me blessaient. Pas le plus cher. Comme si je ne méritais pas mieux. Merci, ai-je dit en prenant une petite gorgée. C'est délicieux. Élise s'est assise à côté de moi, sentant clairement le besoin de maintenir une conversation polie. Comment allez-vous, Hélène? Vous êtes en bonne santé? Oui, je vais bien. J'ai essayé de sourire. C'est un peu solitaire, mais je m'en sors. Peu? Être que vous devriez vous trouver un passe-temps, a suggéré Élise avec une fausse sollicitude. Ou rencontrer d'autres personnes de votre âge. Il y a un club pour seniors à Rambouillet, j'ai entendu dire. Un club pour seniors. C'était comme si j'avais un pied dans la tombe. J'ai des activités, ai-je répondu froidement. J'aide à la bibliothèque locale. Je lis des histoires aux enfants. Oh, c'est bien. Élise n'était clairement pas intéressée. Son regard errait dans la pièce à la recherche d'invités plus importants. À ce moment-là, Camille est entrée dans le salon. Ma petite fille était éblouissante, dans sa robe rose pâle. Si adulte, si belle. Pas du tout la petite fille qui s'asseyait autrefois sur mes genoux et me demandait de lui raconter une histoire. Tout le monde a applaudi. Élise a immédiatement bondi et s'est précipitée vers sa fille, me laissant seule. J'ai regardé Camille accepter les félicitations, serrer ses amis dans ses bras posés pour des photos. Je voulais m'approcher, la serrer dans mes bras, lui dire à quel point j'étais fière de la personne qu'elle était devenue, mais quelque chose me retenait. La peur du rejet, la peur de voir le même dédain dans ses yeux que dans ceux de ses parents. Finalement, j'ai rassemblé mon courage et je me suis levée. Me frayant un chemin à travers la foule d'invités, je me suis approchée de Camille. Elle m'a repérée quand j'étais tout près. Ses yeux ont brillé d'une lueur de joie pendant un instant, mais sont ensuite devenus méfiants. « Grand-mère » a-t-elle dit, me laissant la prendre dans mes bras. « Tu es venue. » « Bien sûr que je suis venue. »
Et je souris en m'écartant. Je n'aurais manqué ton anniversaire pour rien au monde. 15 ans, c'est une grande date. Oui, je suppose. Camille a regardé ses amis qui nous observaient curieusement. J'ai un cadeau pour toi, ai-je dit. Ton père devait te le donner. Oh oui. Camille était clairement mal à l'aise. Merci. Je le regarderai plus tard. D'accord. On va faire une photo de groupe maintenant. Elle s'est éloignée sans attendre ma réponse. Je suis restée là, seule, avec un sourire figé sur le visage. Ne le prenez pas personnellement, a dit une voix à côté de moi. Les adolescents sont si égoïstes. Je me suis retournée. À côté de moi se tenait une femme, plus âgée de mon âge environ, avec des yeux bienveillants et des cheveux gris coiffés, avec élégance. Je suis Agnès, s'est-elle présentée, la tante d'Élise. Et vous devez être la mère d'Étienne. Hélène, j'ai tendu la main. C'est un plaisir de vous rencontrer. De même, a souri Agnès. Je me sens un peu déplacée ici moi aussi. Trop de jeunes, trop de conversations sur des choses que je ne comprends pas. J'étais soulagée d'avoir trouvé une âme sœur. Je sais ce que vous voulez dire. Parfois j'ai l'impression de parler une autre langue. Nous avons un peu discuté avec Agnès. Il s'est avéré qu'elle était veuve comme moi et vivait seule dans une petite maison en périphérie de Rambouillet. Nous nous sommes trouvés beaucoup de points communs et avons même échangé nos numéros de téléphone, convenant de nous revoir un de ces jours. Notre conversation a été interrompue par Étienne, qui annonçait qu'il était temps de passer à table. Les invités ont commencé à se diriger vers la salle à manger. Je les ai suivis, mais Étienne m'a interceptée. « Maman, tu t'assois là-bas. » Il a montré le bout de la table à côté de tante Agnès. J'ai hoché la tête reconnaissante d'être au moins assise à côté de quelqu'un de gentil. Mais c'était quand même dommage d'être assise si loin du centre où se trouvaient Étienne, Élise et Camille. Le dîner était exquis. Plusieurs plats des vins chers, un service impeccable. Je me sentais mal à l'aise avec toutes ces fourchettes et ces couteaux de différentes tailles, ne sachant pas toujours à quoi ils servaient. Agnès, remarquant ma confusion, me guidait discrètement. La conversation à table tournait autour du travail, des voyages, de la politique. À un moment donné, Élise, qui était assise assez loin de moi, mais toujours à portée de voix, a commencé à parler de sa dernière visite chez son coiffeur. Il fait des merveilles, sérieusement, a-t-elle dit. Même les looks les plus désespérés peuvent être transformés. Elle a jeté un regard expressif dans ma direction. Quelques invités ont suivi son regard et ont souri. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et j'ai continué à manger. En parlant de transformation, a poursuivi Élise d'une voix plus forte, voulant clairement que je l'entende. Vous savez ce qu'il y a de pire? C'est quand les gens ne réalisent pas que leur style est démodé de 30 ans. Qu'ils se promènent dans ces horribles robes avec des cols de collégienne. Je me suis figée regardant mon assiette. Ma robe était exactement comme ça avec un col blanc. Élise a dit doucement Étienne, mais elle a juste ri. Quoi, je ne visais personne en particulier. Mais tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Je sentais mes joues brûler de honte. Agnès m'a touché le bras avec sympathie. Ne faites pas attention à elle. A-t-elle murmuré. Elle a toujours été snob. J'ai essayé de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Qu'avais-je fait à Élise? Pourquoi tenait-elle tant à m'humilier? Après le plat principal, le dessert a été servi un gâteau exquis avec 15 bougies. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire ». J'ai chanté aussi regardant ma petite fille qui rayonnait de bonheur. Si seulement elle avait regardé dans ma direction, elle aurait vu à quel point j'étais fière d'elle. Mais Camille n'a pas regardé. Elle était préoccupée par ses amis, ses parents, ses cadeaux. J'étais juste une figure à la périphérie de sa vie, un détail insignifiant à oublier. Après le gâteau, les invités ont commencé à retourner dans le salon pour le café et les digestifs. Je les ai suivis, espérant toujours trouver un moment pour avoir une vraie conversation avec ma petite fille. Dans le salon, j'ai vu Camille ouvrir ses cadeaux, entourée de ses amis. Un cercle serré s'était formé autour d'elle, et il m'était impossible de passer. J'ai regardé de loin comment elle admirait chaque cadeau, comment elle serrait les donateurs dans ses bras.
Mon cadeau n'en faisait pas partie. « Vous cherchez votre petite fille ?» a demandé Agnès, en s'approchant de moi avec une tasse de café. « Oui » ai-je soupiré. « J'aimerais lui parler, mais elle est si occupée. » Les jeunes a secoué la tête Agnès. Toujours pressés d'aller quelque part, toujours entourés des mêmes jeunes bruyants. Ils ont rarement du temps pour nous les vieux. Vous avez raison. J'ai souri tristement. Mais je la comprends. Quand j'avais son âge, je n'étais pas très intéressée non plus par les conversations avec ma grand-mère. Et pourtant, a froncé les sourcils Agnès, il y avait plus de respect pour les aînés à notre époque. Ces enfants, ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que le monde changeait effectivement et pas toujours pour le mieux, que la nouvelle génération avait grandi avec des valeurs différentes, où le respect des aînés n'était pas une priorité. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'Élise avait une conversation animée avec une femme jetant de temps en temps un coup d'œil dans ma direction. Elles riaient toutes les deux, et je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elles se moquaient de moi. « Ne faites pas attention à elle », a dit Agnès, en remarquant mon regard. Élise a toujours été comme ça. Elle aime se sentir supérieure. « Que lui ai-je fait ?» ai-je demandé doucement. « Pourquoi me déteste-t-elle, elle, autant ?» Agnès a haussé les épaules. « Peut être qu'elle vous voit comme une menace. Les mères sont souvent jalouses de leurs belles-mères, pensant qu'elles essaient d'influencer leur mari ou leurs enfants. Mais je ne me suis jamais immiscée dans leur vie, ai-je objecté. J'ai toujours essayé d'aider, sans être intrusive. Il ne s'agit pas de ce que vous faites ou ne faites pas, a dit doucement Agnès. Il s'agit de la façon dont elle le voit. Élise, elle a toujours voulu être le centre de l'attention, avoir le contrôle total. Et vous êtes un rappel qu'Étienne avait une vie avant elle, qu'il aimait quelqu'un d'autre avant elle. J'ai réfléchi à ce qu'elle disait. Il y avait peu, être une part de vérité là-dedans, mais cela n'expliquait pas pourquoi Étienne laissait sa femme me traiter de la sorte. Pourquoi il était si froid et distant lui-même. À ce moment-là, Élise a éclaté de rire, attirant l'attention de tout le monde. Elle se tenait au centre de la pièce, tenant une sorte d'album photo. « Mon Dieu, regardez ça !» s'est-elle exclamée. « Étienne, je ne savais pas que tu portais des lunettes aussi horribles. » Les invités se sont rassemblés autour d'elle, regardant la photo et riant. Je me suis tendu reconnaissant un vieil album de famille que j'avais laissé un jour chez eux. Et cette robe a continué Élise en feuilletant les pages. On dirait qu'elle a été cousue dans un rideau. Je me suis levée et je me suis dirigée vers elle, sentant la colère monter en moi. C'étaient mes souvenirs, ma vie dont elle se moquait. « Élise », ai-je dit en m'approchant du groupe. « C'est mon album. » Elle m'a regardée avec une feinte surprise. « Oh Hélène, je montrais juste aux invités à quel point Étienne était mignon quand il était bébé. Regardez cette photo adorable. » Elle m'a tendu l'album ouvert sur une photo d'Étienne et moi devant notre ancienne maison. J'étais dans une simple robe en cretonne, lui en jean usé et avec des lunettes à monture épaisse. Oui, j'ai pris l'album. C'était avant sa remise de diplôme du lycée. Des tenues intéressantes. Élise a souri, mais ses yeux sont restés froids. La mode des années 70, hein? Nous n'avions pas les moyens de nous offrir des choses de luxe, ai-je répondu sans détour. Mais nous étions heureux. Élise a semblé un peu embarrassée par ma franchise, mais s'est vite ressaisie. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est ce que l'on ressent. Hâte. Elle dit avec une fausse sincérité qui m'a à peine empêché de lever les yeux au ciel. Exactement. J'ai fermé l'album. Merci de l'avoir gardé. En fait, je l'ai trouvé dans le grenier quand nous faisions le ménage, a dit Élise. J'allais le jeter, mais je me suis dit que vous seriez peu être intéressé de le regarder. Ça rappelle tellement de souvenirs, n'est-ce pas? Le jeter. Elle voulait jeter les souvenirs de l'enfance d'Étienne de nos vies, comme si c'était des ordures dont il fallait se débarrasser. Oui, j'ai serré l'album dans mes mains. Merci de ne pas l'avoir jeté. Élise a souri et s'est tournée vers les invités. Qui veut encore du champagne? Nous avons un excellent millésime que nous avons ramené de France l'année dernière. Les invités l'ont suivi, oubliant momentanément les vieilles photos et moi. Je suis restée là, l'album à la main, me sentant comme si on m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Étienne s'est approché de moi, l'air embarrassé. « Je suis désolée pour ça, Athée, il dit doucement. Élise ne voulait pas te blesser. Vraiment. » J'ai regardé dans ses yeux. Je pense que c'est exactement ce qu'elle voulait. Étienne a soupiré.
Maman, ne commence pas, c'est la soirée de Camille. Ne faisons pas de scène. Je l'ai regardé, n'en croyant pas mes oreilles. Sa femme venait de m'humilier publiquement, de se moquer de notre vie passée, et il s'inquiétait que je ne fasse pas de scène. Je n'ai jamais fait de scène, Étienne, ai-je dit doucement. Toute ma vie, j'ai toléré en silence. Quand ton père est mort et que nous avons dû nous priver de tout, je ne me suis pas plainte. Quand j'ai dû travailler 16 heures par jour pour que tu puisses aller dans une bonne école, je ne me suis pas plainte. Quand les gens me méprisaient à cause de mon travail, de mes vêtements, de mon accent, je ne me suis pas plainte. Étienne avait l'air de souffrir physiquement en écoutant cela. Maman, s'il te plaît. Mais maintenant, ai-je continué, ne le laissant pas m'interrompre. Maintenant que ta femme se moque ouvertement de moi, de notre vie, de tout ce que nous avons traversé, as-tu peur que je fasse une scène? Élise ne voulait rien dire de mal, a dit doucement Étienne, en regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne pouvait l'entendre. Elle est juste, elle est différente, tu sais. Elle a grandi dans un environnement différent, et ça justifie son comportement qu'elle soit différente. J'ai secoué la tête. Étienne, quand es-tu devenu si indifférent? Mon fils avait l'air agacé. Je ne suis pas indifférent. Je ne veux juste pas en faire toute une histoire. Élise a montré quelques vieilles photos, s'est moquée de la mode de l'époque. Qu'y a-t-il de si terrible à ça? Il ne s'agit pas des photos Étienne. J'ai essayé de lui faire comprendre. Il s'agit de respect. La façon dont elle me traite, la façon dont elle me parle, la façon dont elle me regarde, comme si j'étais une sorte de perdante que l'on a honte de montrer à ses amis. Étienne a passé la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux ou en colère. Maman, ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette conversation. S'il te plaît, profitons simplement de la soirée. D'accord. Profitez. Comment pourrais-je profiter d'une soirée où j'étais constamment humiliée et ignorée, où mon propre fils avait honte de moi? Mais je voyais bien qu'il était inutile de discuter. Étienne avait déjà pris le parti d'Élise comme il l'avait toujours fait ces dernières années. Très bien, ai-je dit en abandonnant. Je vais profiter de la soirée. Étienne a semblé soulagé. Merci, je vais voir comment va Camille. Il s'est éloigné, me laissant seule avec l'album entre les mains. J'ai feuilleté quelques pages, regardant les photos de nos vies passées. Étienne sur le vélo que je lui avais acheté pour Noël en faisant des heures supplémentaires pendant un mois. Étienne, à sa remise de diplôme, si fier dans son costume de location. Étienne, obtenant son diplôme universitaire, le premier de notre famille à obtenir un diplôme universitaire. Nous avions parcouru un si long chemin, surmonté tant de difficultés, et maintenant il se tenait là parmi les riches et les brillants, ayant honte de ses racines, honte de moi. J'ai fermé l'album et je l'ai serré contre ma poitrine. C'était mes souvenirs, ma vie, la seule chose qu'il me restait. La soirée a continué. Les invités riaient, parlaient, buvaient du champagne cher. J'étais assise dans mon coin, observant tout cela comme une étrangère. Agnès me rejoignait de temps en temps, mais la plupart du temps j'étais seule. Élise continuait de jouer le rôle de l'hôtesse parfaite. Elle voletait d'un invité à l'autre, riant, entretenant la conversation. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil dans ma direction et chaque fois je voyais la même chose dans ses yeux, du mépris mêlé à de l'irritation face à ma présence. Camille n'est jamais venue me voir. Elle était trop occupée avec ses amis, ses cadeaux, sa vie dans laquelle il n'y avait pas de place pour grand-mère. Je commençais à me demander pourquoi j'étais venue, pourquoi m'infliger cette humiliation. Personne ici n'était heureux de me voir. Personne n'avait besoin de ma présence. Au fil de la soirée, je me sentais de plus en plus seule, à chaque minute entourée de ces gens bruyants et joyeux. C'était comme s'ils existaient dans une autre dimension, celle des costumes chers, des voyages dans des pays exotiques et des conversations sur des choses dont je n'avais aucune idée. J'étais toujours assise dans mon coin, tenant mon album de famille, regardant les vieilles photos. J'essayais de comprendre à quel moment tout avait mal tourné. À quel moment mon fils, mon petit Étienne, s'était transformé en cet homme froid et indifférent qui avait honte de sa mère. « Hélène, ça va ?» Agnès est réapparue à côté de moi. « Vous avez l'air contrariée. »« Je vais bien. » J'ai essayé de sourire. « Je suis juste un peu fatiguée. Des fêtes comme celle-ci sont épuisantes à mon âge. » Agnès a hoché la tête avec compréhension.
Je sais ce que vous voulez dire. Après 22 heures, je suis généralement au lit avec un livre, pas à une réception. Nous avons ri doucement, toutes les deux, trouvant du réconfort dans cette petite compagnie. À ce moment-là, Élise est de nouveau entrée dans le salon. Elle tenait une sorte de boîte, et son visage s'est illuminé de ce sourire particulier qui n'apparaissait que lorsqu'elle s'apprêtait à faire quelque chose de désagréable. Attention tout le monde, a élevé la voix Élise, et le bavardage s'est tu. J'ai une surprise très spéciale pour notre chère Camille. C'est un héritage familial qui se transmet dans notre famille depuis des générations. Je me suis tendue en voyant Élise ouvrir cérémonieusement la boîte et en sortir un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de cœur. C'est le collier de mon arrière-grand-mère, a poursuivi Élise, regardant les invités impressionnés. Il a été transmis par la lignée féminine à la fille aînée le jour de son 15e anniversaire. Et aujourd'hui, je suis fière de te le transmettre, Camille. Camille s'est approchée de sa mère, les yeux brillants de plaisir. Élise a attaché le collier autour du cou de sa fille, et tout le monde a applaudi. J'étais assise, figée de choc. C'était cruel même pour Élise de souligner, avec tant d'ostentation, que les traditions familiales et l'héritage étaient importants pour elle, mais seulement les siens. Mon cadeau pour Camille, le miroir en argent de ma grand-mère, ne lui avait jamais été donné. C'était aussi un héritage familial. La seule chose de valeur que j'avais, Étienne s'est approché de sa femme et de sa fille, les serrant toutes les deux dans ses bras. Ils se tenaient là, la famille parfaite, posant pour les photos que les invités prenaient. Sans moi. C'était comme si je n'existais pas. Quelque chose en moi s'est brisé. Je ne pouvais plus rester assise là, à faire semblant que tout allait bien. Je me suis levée, tenant fermement l'album, et je me suis dirigée vers la sortie. J'avais besoin d'air frais. J'avais besoin de m'éloigner un peu de cette humiliation. En passant devant un groupe d'invités, j'ai entendu l'une des femmes dire « Qui est cette vieille dame ?» Je l'ai vue ici toute la soirée, mais elle ne parle à personne. « C'est la mère d'Étienne », a répondu une voix d'homme. Il la mentionne rarement. Ils n'ont pas l'air très proches. J'ai accéléré le pas, les larmes me montant aux yeux. Pas très proches. Quelle formulation délicate pour ce qui s'était passé entre nous. Mon propre fils m'avait exclu de sa vie et tout le monde le savait. Je suis sortie dans le couloir avec l'intention de trouver un endroit privé pour rassembler mes pensées, mais là je suis tombée sur Élise qui raccompagnait un invité. Hélène, elle m'a regardée avec une feinte inquiétude. « Vous partez déjà ? Non. » J'ai secoué la tête. « Je voulais juste me reposer un peu. Il y a beaucoup de monde, c'est bruyant. » Bien sûr, a souri Élise de son faux sourire. À votre âge, de tels événements doivent être épuisants. Peut être que vous devriez rentrer chez vous. Je peux appeler un taxi. Même maintenant, même après toutes ces piques et ces humiliations, elle continuait d'essayer de se débarrasser de moi. Je vais bien, ai-je répondu fermement. Je veux rester pour la fête d'anniversaire de ma petite fille. Élise a pincé les lèvres, clairement mécontente de ma réponse. C'est à vous de voir. Essayez juste de ne pas attirer l'attention sur vous, d'accord, Camille ? Doit être le centre de l'attention ce soir. Pas... Elle n'a pas fini sa phrase, mais son regard parlait pour elle. Pas une vieille femme dans une robe démodée. Je comprends, ai-je dit en essayant de garder ma dignité. Je ne vais pas perturber les festivités. Bien, a hoché la tête Élise. Et encore une chose, pourquoi ne laissez-vous pas cet album ici ? Elle a montré l'album de famille que je tenais toujours. Il a l'air si vieux, il ne correspond pas à l'atmosphère. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai serré l'album plus fort contre ma poitrine. Non, Élise. Cet album fait partie de ma vie, partie de la vie d'Étienne, et je l'emporte avec moi. Ses yeux se sont plissés. Vous savez, Hélène, parfois je pense que vous essayez de tout gâcher exprès. Nous vous avons invité par courtoisie, et vous agissez comme si vous aviez une sorte de droit dans cette maison. Des droits ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis la mère d'Étienne, la grand-mère de Camille. Bien sûr que j'ai des droits dans cette famille. Famille, Élise a ri un rire froid et dur. Écoutez, Hélène, Étienne et moi sommes une famille. Camille et Léo sont notre famille. Et vous, vous n'êtes qu'une vieille femme qui ne peut pas lâcher le passé. J'ai reculé comme si j'avais reçu un coup. Ces mots faisaient plus mal que n'importe quelle douleur physique. Comment osez-vous, ai-je commencé, mais Élise m'a interrompu. Non. Comment
Osez-vous gâcher la fête de ma fille avec vos regards pathétiques et vos prétentions? Vous pensez qu'Étienne ne m'a pas dit comment vous avez essayé de le contrôler toute sa vie? Comment vous l'avez fait se sentir coupable pour chaque sacrifice que vous avez fait? Ce n'est pas vrai, m'exclamai-je, sentant ma voix trembler. Je n'ai jamais... Maman Élise, qu'est-ce qui se passe ici? Étienne est apparu dans le couloir, son visage, une expression d'alarme et d'agacement. Les invités dans le salon s'étaient tus écoutant notre conversation. Étienne, Élise s'est tournée vers son mari, sa voix instantanément pitoyable. J'ai juste demandé à ta mère si elle voulait se reposer et elle a commencé à me crier dessus. Quoi? J'ai haleté d'indignation. Ce n'est pas vrai. Elle a dit que je ne fais pas partie de votre famille. Étienne a déplacé son regard de moi à Élise et j'ai été horrifiée de le voir hésiter vacillant entre sa propre mère et la femme qui venait de m'insulter de la manière la plus brutale possible. Étienne, j'ai fait un pas vers mon fils. Tu ne la crois pas, n'est-ce pas? Tu me connais. Je suis ta mère. Élise a croisé les bras sur sa poitrine, sa posture, exprimant la certitude qu'Étienne prendrait son parti. Et elle avait raison. Maman a soupiré Étienne. Je t'ai demandé de ne pas faire de scène. C'est la fête de Camille. Si tu ne peux pas te comporter convenablement, être que tu devrais vraiment partir. Je l'ai regardé n'en croyant pas mes oreilles. Mon fils, mon garçon, celui que j'avais élevé seul, celui pour qui j'avais tout sacrifié, se tenait maintenant devant moi et me disait de partir parce que je défendais ma dignité. Étienne. Ma voix tremblait. Tu ne comprends pas. Élise. Je comprends maman, Mathé, il interrompit sa voix devenant plus froide. Tu ne peux pas accepter que j'aie ma propre vie, ma famille. Tu essaies toujours de t'immiscer, toujours d'être le centre de l'attention. Ce n'est pas vrai. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Je veux juste faire partie de votre vie, de la vie de mes petits-enfants. À ce moment-là, les invités sortaient, dans le couloir attirés par le bruit. Parmi eux, j'ai vu Camille dont le visage était un mélange d'embarras et d'agacement. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé en regardant ses parents. « Rien, ma chérie », a répondu rapidement Élise. « Ta grand-mère est un peu fatiguée et rentre à la maison. »« Je ne rentre pas à la maison, ai-je objecté. Je veux rester pour la fête d'anniversaire de ma petite fille. » Étienne s'est avancé, le visage déformé par la colère. « Ça suffit, mère. Tu as gâché la soirée. Je vais t'appeler un taxi et tu peux rentrer chez toi maintenant. » Je l'ai regardée stupéfaite par son ton. Il ne m'avait jamais parlé comme ça, si froidement, si méprisamment. « Étienne, » j'ai tendu la main vers lui. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me repousse pas. » Il a reculé, évitant mon contact. « Je ne te repousse pas. C'est toi qui repousses tout le monde avec ton comportement, tes plaintes constantes, ton apitoiement sur toi-même. » Étienne. Je n'arrivais pas à croire qu'il disait ça. Comment peux-tu, comment je peux, a-t-il élevé la voix? J'ai supporté tes manipulations pendant des années, tes tentatives de me faire sentir coupable, d'avoir réussi, d'avoir créé une vie meilleure que celle que nous avions. Tu n'es pas heureuse pour moi. Tu es jalouse de moi. Ces mots étaient comme des couteaux qui s'enfonçaient dans mon cœur. Comment pouvait-il penser que j'étais jalouse de lui? J'étais fière de lui. Je l'avais toujours été. De chaque réussite, de chaque succès. Étienne, ce n'est pas vrai. J'ai essayé de parler calmement malgré mes larmes. J'ai toujours voulu le meilleur pour toi. Je t'ai toujours soutenu. Soutenu, a-t-il ri amèrement. Tu m'as rappelé chaque sacrifice que tu as fait, chaque jour difficile que tu as traversé pour moi. Tu as utilisé ça pour me contrôler. Non. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais voulu te contrôler. Je voulais juste faire partie de ta vie. Mais c'est ma vie, maman, a dit Étienne, sa voix plus basse, mais non moins cruelle. C'est la mienne, pas la tienne. Et je décide qui en fait partie et qui n'en fait pas. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Où avait disparu mon fils? Ce garçon qui me serrait dans ses bras quand j'étais triste, qui partageait ses rêves avec moi, qui jurait qu'il prendrait toujours soin de moi quand il serait grand. Tu ne peux pas le penser, ai-je murmuré. Je suis ta mère. Je ferai toujours partie de ta vie. Étienne m'a regardé et j'ai vu quelque chose d'effrayant dans ses yeux. Une détermination froide et inébranlable. Non, mère, a-t-il dit doucement, tu ne fais plus partie de notre famille, va-t'en. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant.
Les invités se sont figés, ne sachant où regarder. Élise se tenait là avec une expression de triomphe mal dissimulée sur son visage. Camille avait l'air choquée mais n'a pas bougé pour intervenir. Et moi, je sentais que quelque chose en moi mourait enfin. L'amour, l'espoir, la conviction que mon fils était toujours là quelque part sous le masque de cet homme froid et calculateur. Je me suis redressée, essuyant mes larmes avec le dos de ma main. S'il voulait que je parte, je le ferais. Mais pas avant de dire ce que j'avais à dire. D'accord, Étienne. Ma voix était calme mais ferme. Je vais partir. Mais avant, je veux que tu m'écoutes. Il a croisé les bras sur sa poitrine, sa posture, exprimant l'impatience. J'écoute. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et à ce moment-là, toutes mes émotions, la douleur, la colère, la frustration, se sont cristallisées en quelque chose de froid et de tranchant. Souviens-toi de ce jour, ai-je dit. Et ma voix semblait étrange même à mes propres oreilles, basse, vibrante, d'une puissance contenue. C'est maintenant que tu as enterré non seulement ta mère, mais aussi ton avenir. Étienne a cligné des yeux son masque d'assurance, tremblant un instant. Que veux-tu dire ? Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, je me suis tournée vers Élise, dont le visage exprimait maintenant une légère inquiétude. Tu penses que tu as tout réussi, que ta vie est parfaite, que tu es invulnérable dans ta belle maison, avec tes choses chères et tes amis importants. Mais souviens-toi, les choses peuvent changer en un clin d'œil. Et quand ce sera le cas, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi comment tu as tourné le dos à la seule personne qui t'aimait inconditionnellement. Élisa rit, mais son rire sonnait nerveux. Mon Dieu, Hélène, vous êtes vraiment dramatique. Qu'allez-vous faire ? Nous jeter un sort. Je me suis tournée vers elle et quelque chose dans mon regard l'a fait reculer d'un pas. Ce n'est pas à moi de vous maudire, Élise. Vous l'avez fait vous-même, par votre orgueil, votre arrogance, votre mépris pour ceux que vous considérez comme inférieurs à vous. Puis j'ai de nouveau regardé Étienne. Je t'ai aimé plus que tout au monde. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Mais maintenant, je vois que cela n'a aucune importance pour toi. Eh bien, soit, je pars, et je ne reviendrai pas tant que tu ne viendras pas à moi pour t'excuser. Mais retiens bien mes paroles, le jour viendra où tu regretteras aujourd'hui. Et ce jour est plus proche que tu ne le penses. Je me suis tournée vers la porte, mais avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à Camille. Ma petite fille se tenait les yeux baissés, ne voulant clairement pas croiser mon regard. Un nouveau collier en argent brillait autour de son cou. « Camille, ai-je dit plus doucement, je te laisse mon cadeau. C'est le miroir de ma grand-mère. Il n'est pas aussi cher que le collier de ta mère, mais il m'était cher. J'espère qu'un jour tu en comprendras la valeur. » Sur ces mots, je suis sortie de la maison sans me retourner. L'air de la nuit était frais, et les étoiles brillaient dans le ciel sombre. Je me tenais sur le perron de la maison, que j'avais un jour cru mienne aussi, et je ressentais un calme étrange. C'était comme si j'étais enfin libérée des illusions désespoir qui n'étaient jamais censées se réaliser. La porte derrière moi est restée fermée. Personne n'est sorti après moi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Mon fils, ma famille m'ont laissé partir seule dans la nuit. Je suis descendue lentement les marches et j'ai suivi le chemin jusqu'au portail. Le taxi qu'ils appelleraient sans doute pour moi n'était pas encore arrivé, mais je n'allais pas attendre. Je marcherais même si le chemin n'était pas long jusqu'à chez moi. Chaque pas qui m'éloignait de la maison d'Étienne était à la fois douloureux et libérateur. Douloureux parce que je laissais un morceau de mon cœur derrière moi. Libérateur parce que j'acceptais enfin la vérité que j'avais longtemps refusé de voir. Mon fils n'était plus l'homme que j'avais connu et aimé. Je marchais dans les rues calmes de Rambouillet, serrant le vieil album de famille. La seule chose que j'avais emportée de cette maison, de rares voitures passaient leurs phares, illuminant ma silhouette un instant, puis je replongeais dans la pénombre. Est-ce que je pensais à ce moment-là à ce que j'avais dit à Étienne et Élise, à ma malédiction, comme l'avait appelée Élise? Honnêtement, non. Je ne croyais pas aux malédictions, ni au pouvoir surnaturel. Mes mots n'étaient qu'une expression de douleur et de colère, une tentative de conserver une certaine dignité dans une situation où l'on m'avait tout volé.
Mais quelque chose au fond de moi me disait que mes mots pourraient s'avérer prophétiques. Non pas à cause d'un pouvoir mystique, mais simplement parce que la vie a une étrange façon d'équilibrer les choses. Ceux qui sont arrogants et cruels font face aux conséquences de leurs actes tôt ou tard. En arrivant à ma petite maison, je me sentais physiquement et émotionnellement épuisée. Mes jambes me faisaient mal après la longue marche. Mon cœur me faisait mal de l'humiliation et de la douleur que j'avais subie. J'ai ouvert la porte et je suis entrée dans le couloir sombre. Sans allumer la lumière, je suis allée dans le salon et je me suis assise dans mon vieux fauteuil près de la fenêtre. Dans l'obscurité, les contours des objets familiers semblaient fantomatiques irréels. Ou peu, être que toute ma vie me semblait irréelle à ce moment-là. Assise là, je me suis permis ce que j'avais retenu pendant tout le chemin du retour. J'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses et retenues comme chez Étienne, mais des sanglots bruyants et incontrôlables qui secouaient tout mon corps. Je ne pleurais pas seulement cette soirée, mais toutes les années où j'avais progressivement perdu mon fils. Les années d'espoir et de déception, d'attente et de négligence. Combien de temps suis-je restée assise comme ça? 1 heure, 2 heures, toute la nuit? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, les larmes se sont taries. Et j'ai ressenti une étrange torpeur, comme si une partie de moi était morte ce soir-là. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière et je me suis regardée dans le petit miroir sur le mur. Une vieille femme aux yeux gonflés de larmes me regardait en retour. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une détermination, une dureté qui n'était pas là avant. J'ai pris ma décision cette nuit-là. Plus de tentatives de relation, plus d'appels téléphoniques, plus de visites non sollicitées. Si Étienne avait décidé que je ne faisais plus partie de sa famille, soit, j'accepterais sa décision aussi douloureuse soit-elle. Mais je savais aussi que je n'allais pas rester assise à attendre qu'il appelle ou qu'il s'excuse. J'allais commencer une nouvelle vie, une vie sans les attentes et les déceptions associées à mon fils et à sa famille. J'avais 76 ans, mais je pouvais encore trouver un sens et de la joie dans la vie, même si cette joie ne serait plus liée au rôle de mère et de grand-mère. Je me suis déshabillée jetant ma robe dans un coin. Je ne la porterai plus jamais. J'ai pris une douche lavant, non seulement la saleté physique après la longue marche, mais aussi, semblait-il, la saleté émotionnelle de cette soirée. Puis je me suis fait un thé et je me suis assise à la petite table de la cuisine. Dans le silence de la nuit, le tic-tac de la vieille horloge murale semblait particulièrement fort. Chaque tic-tac était 1 seconde de plus d'une nouvelle vie, une vie sans Étienne, Élise, Camille et Léo. J'ai pensé aux mots que j'avais dit à mon fils avant de partir. « Souviens-toi de ce jour. C'est maintenant que tu as enterré non seulement ta mère, mais aussi ton avenir. » Ces mots étaient-ils une prophétie ou juste une expression de douleur? Je ne le savais pas, mais quelque chose me disait qu'il pourrait être plus vrai que je ne le pensais à ce moment-là. Le jour se levait quand je me suis enfin mise au lit. En m'endormant, je me suis dit que c'était peu, être la fin d'un chapitre de ma vie, mais le début d'un autre. Un chapitre où je vivrais pour moi-même, pas pour mon fils ingrat et sa famille. Et bien que la douleur de sa trahison soit encore fraîche et vive, je ressentais un calme étrange, comme si la longue lutte était enfin terminée. Et maintenant, je pouvais me reposer. Même si cette lutte ne s'était pas terminée comme je l'avais espéré. Ma dernière pensée avant que le sommeil ne m'emporte enfin fut qu'Étienne et Élise pourraient regretter leur choix. Non pas parce que je leur souhaitais du mal, quoi qu'il arrive j'aimais toujours mon fils, mais parce que la vie a une étrange façon de donner des leçons à ceux qui pensent être au-dessus de tout et de tous. Mon premier matin sans ma famille m'a accueilli dans le silence. Je me suis réveillée tard. Le soleil était déjà haut, ses rayons filtrant à travers les rideaux bien tirés. Je suis restée allongée quelques secondes, essayant de comprendre pourquoi ma poitrine était si lourde. Et puis je me suis souvenue de tout. La soirée humiliante, les mots cruels d'Étienne, ma sortie dans la nuit. « Tu ne fais plus partie de notre famille. Va-t'en. » Ces mots résonnaient dans ma tête, provoquant une douleur presque physique. Comment mon fils, ma chair et mon sang avaient-ils pu me faire ça? Je me suis forcée à me lever. À mon âge, on ne peut pas se permettre de rester au lit toute la journée, même si on a le cœur brisé. Mes bras et mes jambes bougeaient comme d'eux-mêmes, accomplissant les rituels matinaux habituels. Se laver, s'habiller, mettre la bouilloire en marche. En passant devant la commode dans le salon, je me suis arrêtée devant les photos.
Étienne, enfant, Étienne, adolescent, Étienne avec sa femme et ses enfants. Toute ma vie était là capturée dans ces photos. J'ai pris une photo, Étienne et moi, à sa remise de diplôme universitaire. Lui dans sa toge et son mortier, moi à côté de lui, si fier, souriant, à pleines dents. Nous avions l'air si heureux. J'ai longuement regardé la photo, et puis résolument je l'ai retournée. J'ai fait de même avec les autres photos. Je ne pouvais pas me résoudre à les ranger, mais c'était trop douloureux de les voir tous les jours. Le téléphone a sonné, et mon cœur a sursauté. Était-ce Étienne? S'était-il ressaisi? Voulait-il s'excuser? J'ai failli me précipiter sur le téléphone. Allô, Hélène, c'est Agnès, la tante d'Élise. Nous nous sommes rencontrés hier à l'anniversaire de Camille. J'ai ressenti à la fois de la déception et du soulagement. Pas Étienne, mais pas complètement seul. Oui, Agnès, je me souviens. Bonjour. Je me demandais juste comment vous alliez. C'était horrible la façon dont ils vous ont traité hier. Ces mots étaient comme un baume sur la plaie. Quelqu'un d'autre avait vu, quelqu'un d'autre avait compris à quel point j'avais été traitée injustement. Merci de votre sollicitude, ai-je répondu luttant contre la boule dans ma gorge. Je m'en sors. Écoutez, a poursuivi Agnès. Je me disais... Peut-être qu'on pourrait se voir prendre un thé, discuter. Je suis dans une situation similaire avec ma fille et parfois on a juste besoin de quelqu'un à qui en parler. J'ai accepté, m'émerveillant, de la rapidité avec laquelle la vie offre de nouvelles opportunités, lorsque d'anciennes portes se ferment. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un petit café du centre de Rambouillet. Après avoir parlé à Agnès, j'ai ressenti une bouffée d'énergie. Je devais avancer dans ma vie. Je n'allais pas laisser Étienne et Élise me briser. J'ai décidé de faire un peu de ménage. L'activité physique m'aidait toujours à mettre de l'ordre dans mes pensées. En époussetant, en balayant le sol, j'ai pensé à ce que j'avais dit hier. Souviens-toi de ce jour. C'est maintenant que tu as enterré non seulement ta mère, mais aussi ton avenir. Le pensais-je vraiment? Souhaitais-je le malheur à mon fils? Honnêtement, à ce moment-là, oui. Je voulais qu'il ressente au moins une partie de la douleur qu'il m'avait causée. Je voulais qu'il comprenne ce que c'était d'être rejeté par la personne la plus proche de lui. Mais maintenant, à la lumière d'un nouveau jour, l'amour maternel combattait le ressentiment. Quoi qu'il m'ait fait, il était toujours mon fils. Pouvais-je vraiment lui souhaiter du mal? Le même jour, j'ai décidé d'écrire une lettre à Camille. Pas à Étienne ou à Élise. Je leur avais dit tout ce que je voulais leur dire. Mais ma petite fille, elle n'était qu'une adolescente, sous l'influence de ses parents. Peut-être que nous avions encore une chance d'avoir une relation. Chère Camille, ai-je commencé? J'espère que tu liras cette lettre, même si tes parents s'y opposent. Je veux que tu saches que je t'aime quoi qu'il arrive. Ce qui se passe entre moi et tes parents ne devrait pas affecter notre relation. J'ai écrit longtemps, mettant tout mon amour et mon espoir dans les mots. Quand j'ai terminé, j'ai scellé l'enveloppe et je l'ai mise de côté. Je l'enverrai demain. J'ai passé la soirée en silence, feuilletant de vieux livres, essayant de me distraire des pensées de ma famille. C'était étrange de réaliser que maintenant je n'avais plus de fils ni de petits-enfants, que j'étais vraiment seule. À 76 ans, recommencer sa vie n'est pas une tâche facile, mais j'étais déterminée à le faire. J'avais survécu à pire. J'avais survécu à la mort de mon mari. J'avais élevé mon fils seul. J'avais surmonté les difficultés financières. Je pouvais gérer ça. Le lendemain, j'ai rencontré Agnès. Elle s'est avérée être une interlocutrice agréable, intelligente, attentive, avec un sens de l'humour qui l'aidait à supporter ses propres problèmes familiaux. Nous avons parlé de nos enfants, de nos déceptions, de nos espoirs qui ne se sont pas réalisés, de la difficulté d'accepter que son enfant n'ait pas grandi comme on l'a élevé. Vous savez ce qui est le plus frustrant, a dit Agnès, en remuant son thé. C'est qu'ils ne valorisent pas notre expérience, notre sagesse. Ils pensent que nous sommes vieilles et stupides juste parce que nous ne comprenons pas leurs nouvelles technologies ou que nous ne portons pas de vêtements à la mode. J'ai hoché la tête d'accord avec elle. Nous avions vécu des vies entières, vu et vécu des choses dont ils n'ont aucune idée, mais cela ne signifie rien pour eux. Agnès a soupiré. Eh bien, au moins, nous avons deux vieilles chouettes qui se comprennent.
Nous avons ri, et pour la première fois depuis 2 jours, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer plus librement. Après ma rencontre avec Agnès, j'ai envoyé la lettre à Camille et j'ai décidé de faire une promenade en ville. C'était une journée claire et ensoleillée et je ne voulais pas retourner dans une maison vide. Je marchais lentement, observant les gens autour de moi. De jeunes mères avec des poussettes des écoliers se dépêchant de rentrer chez eux, des couples se tenant la main. Ils semblaient tous si heureux, si entiers. Contrairement à moi, une vieille femme brisée au cœur brisé. Non, je me suis reprise. Pas d'apitoiement sur soi-même. Tu es plus forte que ça, Hélène. Et j'étais en effet plus forte que ça. Chaque jour, je me forçais à me lever, à m'habiller, à sortir de la maison. Je me suis inscrite comme bénévole à la bibliothèque locale. J'ai commencé à voir Agnès. Plus souvent, j'ai même rejoint un groupe de tricot au centre pour seniors local. Élise se serait amusée compte tenu de ses commentaires sur mes pulls faits maison. Les jours se sont transformés en semaines. Pas de nouvelles d'Étienne, pas de nouvelles de Camille non plus. Apparemment, ma lettre n'était pas arrivée ou avait été interceptée par ses parents ou pire, avait été lue et ignorée. J'essayais de ne pas penser à eux, mais je ne pouvais pas. Chaque matin, je me réveillais en pensant peu. Être qu'il appellera aujourd'hui. Chaque soir, je m'endormais avec déception. Il n'avait pas appelé. Et puis 3 semaines après ce malheureux dîner, j'ai vu Étienne. C'était un accident. Je sortais du supermarché chargé de sacs de courses quand je l'ai aperçu de l'autre côté de la rue. Il était debout près de sa voiture, parlant au téléphone, et il avait l'air différent. Fatigué, tendu. Même de loin, je pouvais voir les cernes sous ses yeux, les gestes nerveux. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Mon fils, mon garçon. Malgré tout, je l'aimais toujours. Je voulais toujours aller le voir, le serrer dans mes bras, lui demander ce qui n'allait pas, ce que je pouvais faire pour l'aider. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai rapidement tourné dans la direction opposée, essayant de m'éloigner avant qu'il ne me remarque. Je n'étais pas prête pour cette rencontre. Je n'étais pas prête à revoir la froideur et le dégoût dans ses yeux. À la maison, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'apparence d'Étienne. Quelque chose n'allait manifestement pas. Il était toujours si soigné et bien habillé, et aujourd'hui il semblait presque négligé. Avait-il des ennuis? Et si oui, de quel genre? Ça ne te regarde pas, me suis-je rappelé. Il a clairement fait savoir que tu ne faisais plus partie de sa vie. Mais mon cœur de mère n'écoutait pas la raison. J'étais inquiète. Le lendemain, Agnès m'a appelée avec des nouvelles inattendues. « Hélène, vous n'allez pas croire ce que j'ai appris. » Sa voix semblait inquiète. « Étienne a des problèmes au travail. » Je me suis figée, serrant le téléphone. « Que voulez-vous dire? Ma nièce travaille dans la même entreprise que lui. Elle m'a dit qu'il y a eu une sorte de scandale la semaine dernière. Étienne a proposé un projet qui s'est avéré être un fiasco. L'entreprise a perdu un client important à cause de cela. » Je me suis laissée tomber sur ma chaise, sentant mes genoux flageoler. C'est grave. Assez grave. Il travaille toujours là-bas, mais sa réputation a pris un sérieux coup. Et cela ne semble pas être son seul problème. Quoi d'autre? J'ai retenu mon souffle. Eh bien, c'est plus une rumeur, mais on dit que lui et Élise ne vont pas très bien. Ma sœur les a vus au restaurant la semaine dernière, et ils se disputaient juste là devant tout le monde. Élise est même partie le laissant seul. Je ne savais pas quoi ressentir. D'une part, une sombre partie de moi se sentait satisfaite. C'était ça, le châtiment pour la façon dont il m'avait traité. D'autre part, cela me peinait de penser que mon fils souffrait. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit à Agnès. Mais je ne pense pas pouvoir faire quoi que ce soit. Il a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas me voir. Je comprends, a dit doucement Agnès. Je pensais juste que vous devriez savoir. Après cette conversation, je ne tenais plus en place. Je tournais en rond dans la maison, essayant de m'occuper les mains et l'esprit, mais mes pensées revenaient sans cesse à Étienne. Que s'était-il passé exactement à son travail? Quelle était la gravité des problèmes avec Élise? Et je ne pouvais m'empêcher de penser cela. Avait-il un lien avec mes paroles de cette nuit-là? Souviens-toi de ce jour. C'est maintenant que tu as enterré non seulement ta mère, mais aussi ton avenir. Était-ce vraiment une sorte de prophétie? Mes paroles avaient-elles vraiment un pouvoir? Ne sois pas ridicule. Je me suis reprise. Tu n'es pas une sorcière de conte de fées. Tes paroles ne peuvent pas affecter la réalité. Pourtant, la coïncidence était étrange.
À peine 3 semaines après ma malédiction, Étienne a commencé à avoir des problèmes. D'abord au travail, puis avec sa femme. Quelle était la suite? Je me suis souvenu de l'apparence d'Étienne devant le supermarché. Fatigué, épuisé, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. C'était si différent de lui. Toujours impeccable, toujours en contrôle. Quelque chose avait sérieusement perturbé sa vie parfaitement organisée. Une partie de moi voulait l'appeler, lui offrir de l'aide, du soutien. Mais l'autre partie, celle qui saignait encore de ses paroles cruelles, m'arrêtait. Il avait fait son choix. Qu'il vive avec les conséquences. Les jours suivants, j'ai essayé de ne pas penser à Étienne et à ses problèmes. Je me suis concentrée sur ma nouvelle vie, le bénévolat à la bibliothèque, les rencontres avec Agnès le tricot. Mais les pensées de mon fils ne me lâchaient pas. Le jeudi, en rentrant de la bibliothèque, il a commencé à pleuvoir, une pluie soudaine et torrentielle. Je n'avais pas pris de parapluie et j'étais trempée jusqu'aux os quand je suis rentrée à la maison. Après m'être changée en vêtements secs et m'être fait une tasse de thé chaud, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la pluie ruisseler sur la vitre. La sonnette a retenti, me surprenant. Je n'attendais pas de visiteurs, surtout par ce temps. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée de surprise. Camille, ma petite fille, se tenait sur le seuil trempée par la pluie avec un sac à dos sur les épaules. Grand-mère, hâtée, elle dit doucement « Je peux entrer ». Je me suis reculée en silence, la laissant entrer dans la maison. Camille avait l'air abattue avec des cernes sous les yeux comme son père. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé en l'aidant à enlever sa veste mouillée. « Tes parents savent que tu es ici ?» Camille a secoué la tête. « Non, je me suis enfuie de la maison. » « Les choses vont mal, grand-mère. » Je l'ai fait asseoir sur le canapé et je lui ai apporté une serviette et une tasse de thé chaud. Camille tremblait, et pas seulement de froid. « Raconte-moi, » ai-je demandé doucement. « Que se passe-t-il » Elle a pris une gorgée de thé, rassemblant ses pensées. « Après cette nuit, après ton départ, tout a mal tourné. D'abord, papa a perdu un client important au travail. Un projet a échoué et il a failli se faire virer. Puis, lui et maman ont commencé à se disputer tout le temps. Elle dit qu'il laisse tomber la famille, que ce n'est pas pour ça qu'elle l'a épousé. J'écoutais, sentant l'anxiété monter en moi. C'était pire que ce que je pensais. Et toi et Léo, Camille a souri amèrement. On essaye de ne pas se mêler de leurs disputes. Léo passe tout son temps chez un ami ou dans sa chambre. Et moi, je n'en pouvais plus. Surtout après avoir trouvé ta lettre. Tu l'as reçue ? Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Je pensais que tes parents, ma mère l'a interceptée, a hoché la tête Camille. Mais je l'ai trouvée par hasard dans son bureau la semaine dernière. Je l'ai lue et j'ai réalisé à quel point nous avions été horribles avec toi. Comment ai-je pu rester là et regarder papa te mettre à la porte? Comment ai-je pu ne pas te défendre? Ses yeux se sont remplis de larmes et je l'ai serré dans mes bras, sentant mon propre cœur se briser de douleur et d'amour. Tu n'étais qu'une enfant dans une situation difficile, ai-je dit. Ne te blâme pas. Mais c'est pire maintenant, a poursuivi Camille en essuyant ses larmes. Papa, il a changé. Il est nerveux, irritable, il parle tout le temps de malchance, d'une sorte de malédiction qui pèse sur lui. Et hier, je l'ai entendu dire à maman que tout a commencé après ce que tu as dit l'autre soir. Que tu lui avais fait quelque chose. Je me suis reculée choquée. Quoi ? Il pense vraiment ça. Camille a hoché la tête. Il a dit, ça a commencé après qu'elle a dit, tu as enterré non seulement ta mère, mais aussi ton avenir. Elle m'a fait quelque chose, Élise. Ce n'est pas une coïncidence. Je n'en croyais pas mes oreilles. Étienne, croyait-il vraiment que je lui avais jeté une sorte de sort, que mes mots prononcés dans un moment de profonde douleur avaient un pouvoir surnaturel? C'est absurde, ai-je dit fermement. Je ne suis pas une sorcière, Camille. Je ne peux pas maudire les gens. J'exprimais juste ma douleur. Je sais. Camille avait l'air fatigué bien au-delà de ses années. Mais il n'y croit pas. Il devient obsédé par cette idée et ça me fait peur. Je ne savais pas quoi dire. Mon fils, toujours si rationnel, si pratique, croyant à une malédiction, c'était si différent de lui. Quoi d'autre se passe-t-il, ai-je demandé, en plus des problèmes au travail et des disputes avec ta mère? Camille a réfléchi un instant. Beaucoup de petites choses.
Sa voiture est tombée en panne la semaine dernière, puis son portefeuille a été volé. Et il y a 3 jours, il a glissé sur le sol mouillé du bureau et s'est foulé la cheville. Maintenant, il doit marcher avec une canne. Une série de malchances, l'une après l'autre. N'importe qui commencerait à chercher une explication. Et Étienne l'a trouvée dans mes mots. Dans sa culpabilité qu'il ne voulait pas admettre mais qui le rongeait de l'intérieur. Et maintenant, j'ai regardé ma petite fille. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Camille a baissé les yeux. Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer à la maison. Pas maintenant. C'est trop dur. Je peux rester avec toi. Juste pour quelques jours. Mon cœur s'est serré de compassion. Bien sûr, je ne pouvais pas lui refuser. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Je lui ai caressé la tête, comme je le faisais quand elle était petite. Mais nous devons faire savoir à tes parents où tu es. Ils vont s'inquiéter. Camille a hoché la tête même si elle n'était clairement pas ravie de l'idée. D'accord. Mais on peut ne pas le faire ce soir. Je ne suis pas prête à leur parler. D'accord. Ai-je accepté. Je les appellerai demain matin. J'ai fait le lit de Camille dans la chambre d'Amy qui avait été autrefois la chambre d'Étienne. C'était étrange de voir ma petite fille adulte dans la chambre où son père avait dormi autrefois. Un garçon avec des rêves d'un grand avenir. Un garçon qui aimait sa mère. Il était tard dans l'après-midi quand Camille s'est endormie et je suis restée dans la cuisine réfléchissant à la tournure qu'avait prise ma vie. Il y a 3 semaines, j'étais une vieille femme seule rejetée par ma propre famille. Maintenant, ma petite fille dormait dans la chambre d'à côté et mon fils traversait apparemment une crise majeure. Je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à mes paroles de cette soirée. Bien sûr, je ne croyais pas avoir réellement maudit Étienne, mais une partie de moi se demandait et si ma douleur et ma colère s'étaient en quelque sorte matérialisées, et si l'univers avait décidé de rétablir l'équilibre en punissant. Quelqu'un qui avait blessé sa mère? Non, j'ai secoué la tête. C'est de la superstition. Étienne a créé ses propres problèmes par son arrogance, son mépris des autres, son désir de paraître meilleur qu'il n'est. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Quelle que soit la cause de son malheur, Étienne souffrait. Et peu importe à quel point il m'avait blessé, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas que mon fils soit brisé. Demain, ai-je décidé, demain je l'appellerai. Je lui dirai que j'ai Camille, qu'elle est en sécurité. Et peut être, que nous pourrons trouver un moyen de réparer ce qui est brisé entre nous. 1 semaine exactement s'était écoulée depuis que Camille s'était présentée à ma porte. 7 jours remplis de conversations difficiles, de larmes et de la reconstruction progressive de notre relation. Ma petite fille s'était révélée à moi d'une manière différente de celle que j'avais connue auparavant. Sans l'influence d'Élise et d'Étienne, c'était une fille sensible et intelligente avec sa propre vision du monde. J'ai appelé Étienne le lendemain de l'arrivée de Camille comme promis. La conversation a été courte et tendue. Il était à la fois en colère et inquiet que sa fille se soit enfuie, mais a convenu qu'il valait mieux pour elle de rester avec moi pendant un certain temps, jusqu'à ce que la situation à la maison s'améliore. Elle est en sécurité, Étienne, l'ai-je rassuré. Je prendrai soin d'elle. Merci, a-t-il répondu après une pause, et j'ai entendu quelque chose dans sa voix qui n'y était pas avant. De la fatigue et peu, être une pointe d'humilité. Il a appelé tous les jours depuis pour parler à Camille. Leur conversation était courte, et d'après ce que je pouvais en juger, maladroite. Camille ne disait pas grand-chose sur ce qui se passait à la maison, mais d'après les bribes de phrases et ses réactions aux appels de son père, je pouvais dire que les choses ne s'amélioraient pas. Agnès, ma nouvelle amie, est devenue une visiteuse fréquente à la maison. Elle apportait des pâtisseries maison, aidait à la cuisine et divertissait Camille avec des histoires sur Rambouillet et ses habitants. Grâce à elle et à ses relations en ville, j'ai appris des nouvelles sur Étienne qu'il ne partageait pas lui-même. J'ai entendu dire que son entreprise procède à d'autres licenciements, a dit Agnès un jour alors que Camille était à l'école. Et on dit qu'il est en tête de liste pour les licenciements. J'ai soupiré en versant du thé dans les tasses. Ce n'est plus une rumeur. Camille a dit qu'il rentre de plus en plus tard et qu'il a de plus en plus mauvaise mine. Elle s'inquiète pour lui. Et Élise a demandé à Agnès en ajoutant du sucre à sa tasse. Est-ce qu'elle le soutient ? J'ai secoué la tête. Apparemment non. Camille dit qu'ils ne se parlent presque plus. Élise passe plus de temps hors de la maison qu'à la maison. Agnès a claqué la langue. Je n'ai jamais compris cette femme. Épouser un homme et le quitter dès que les difficultés commencent.
Et être qu'elle avait ses propres raisons de s'éloigner d'Étienne pendant cette période difficile. Ce jour-là, le 7e jour de Camille, avec moi, elle et moi, avons décidé de faire une tarte aux pommes, sa friandise préférée de l'enfance. Je lui ai appris à étaler la pâte, à couper les pommes en fines tranches et à ajouter les épices. Elle a ri quand la farine s'est posée sur son nez et j'ai vu en elle la petite fille qui aimait autrefois passer du temps avec moi. « Tu sais, grand-mère, a-t-elle dit en remuant la garniture, je n'ai pas été aussi heureuse que ces jours-ci chez toi depuis longtemps. » J'ai souri bien que mon cœur se soit serré à la prise de conscience de la misère qu'elle devait ressentir chez ses parents. Je suis contente que tu sois là, ma chérie. Tu peux toujours venir chez moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, mais son sourire s'est un peu estompé. Je le sais. C'est juste, je suis inquiète pour papa. Il a l'air de plus en plus mal chaque jour. Et hier, elle s'est arrêtée de parler se mordant la lèvre. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ai-je demandé doucement. Il pleurait. A-t-elle dit doucement. Je n'ai jamais vu papa pleurer. Jamais. Même quand papy Robert est mort, il n'a pas pleuré. Du moins pas devant moi. Et hier, je l'ai entendu sangloter dans son bureau. Je me suis figée imaginant Étienne, mon fils fort, toujours maître de lui, pleurant seul. Qu'est-ce qui avait pu le pousser à un tel état? Camille, j'ai choisi mes mots avec soin. Ne penses-tu pas que ton père a besoin d'aide? Une aide professionnelle peut être. Elle a haussé les épaules, évitant mon regard. J'ai essayé de le dire à ma mère, mais elle a juste balayé l'idée. Elle a dit qu'il traversait juste une mauvaise passe et qu'il devait se ressaisir. Typique d'Élise niant le problème au lieu d'essayer de le résoudre. Mais je commençais à m'inquiéter sérieusement. Et si Étienne avait vraiment besoin d'aide, et s'il était au bord de la dépression nerveuse? Nous avons terminé la tarte et l'avons mise au four. Camille est allée dans sa chambre pour faire ses devoirs, et je suis restée dans la cuisine me demandant quoi faire ensuite. Être que j'aurais dû appeler Étienne, lui offrir de l'aide malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Avant que je puisse prendre une décision, la sonnette a retenti. C'était un son sec, insistant. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figée de surprise. Étienne se tenait sur le seuil. Mais ce n'était pas l'Étienne que je connaissais. Confiant impeccablement, habillé le dos droit et la tête haute. Cet homme avait l'air comme si sa vie s'effondrait sous ses yeux. Son visage était émacié, ses yeux, enflammés, ses vêtements froissés, ses joues mal rasées. Il s'appuyait sur une canne, probablement à cause de l'entorse à la cheville que Camille avait mentionnée. « Étienne ?» Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Maman m'a-t-il interrompu sa voix rauque, comme s'il avait pleuré ou crié pendant longtemps. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. » Je me suis reculée, le laissant entrer dans la maison. Il boitait s'appuyant lourdement sur sa canne, et il semblait que chaque pas lui faisait mal. « Camille est à la maison ?»« Athée ?» il demandait en regardant autour de lui. « Oui, elle est dans sa chambre en train de faire ses devoirs. » Bien Athée, il hochait la tête. « Je préférerais te parler seule. » Je l'ai conduit dans la cuisine, et je lui ai fait signe de s'asseoir. Il s'est lourdement affalé sur une chaise, posant sa canne à côté de lui. « Du thé ?» ai-je suggéré, ne sachant pas comment commencer la conversation. « Non, merci. » Il s'est frotté le visage avec ses mains. « Maman, j'ai besoin de ton aide. » Je me suis assise en face de lui, attendant qu'il continue. Étienne avait l'air d'avoir du mal à trouver ses mots. « Tu as probablement entendu par Camille que j'ai des problèmes ?» a-t-il dit enfin. « Oui, elle a mentionné que les choses n'allaient pas bien au travail. » ai-je dit avec précaution. Étienne a laissé échapper un court rire aboyant qui n'avait pas une once de gaieté. « Pas bien, c'est un euphémisme. J'ai été virée maman, hier. » Après 15 ans dans l'entreprise, ils m'ont juste appelé dans le bureau du directeur et m'ont dit que mes services n'étaient plus requis. Je n'ai pas pu cacher mon choc. Étienne avait toujours réussi dans sa carrière, constamment promu, fier de ses réalisations. « Je suis désolée, » ai-je dit sincèrement. Que s'est-il passé? Il a secoué la tête, fixant l'espace devant lui. Tout a commencé à s'effondrer après cette nuit. Après ce que tu as dit. D'abord, j'ai perdu un client important à cause d'une erreur que je n'aurais jamais faite auparavant. Puis un autre. Puis j'ai raté une présentation au conseil d'administration. Et pendant tout ce temps, j'avais l'impression que quelque chose pesait sur moi comme un nuage noir au-dessus de ma tête. J'écoutais sans l'interrompre. Il avait besoin de parler.
Et puis les problèmes avec Élise ont commencé. A-t-il poursuivi, elle était toujours là quand les choses allaient bien. Mais dès que ça a commencé à être difficile, il a fait une pause déglutissant. Elle est partie maman. Elle a pris Léo et est allée chez ses parents. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vivre avec un perdant. J'ai senti mon cœur se serrer. Peu importe ce que je pensais d'Élise, c'était une chose cruelle à faire. Étienne, Ce n'est pas tout ? M'a-t-il interrompu, une note de désespoir dans la voix. J'ai vu un médecin hier. Ils ont trouvé un problème avec mon cœur. Rien de fatal, mais ça nécessite un traitement. Un traitement coûteux. Et maintenant, je n'ai plus de travail, plus d'assurance maladie. Il sait, tu regardant ses mains sur la table. Des mains qui tremblaient visiblement. Tout a commencé après que tu as dit ça, maman. À thé, il dit doucement. Après que tu as dit que j'avais enterré mon avenir. Et je ne peux m'empêcher de penser que c'est ta malédiction, que tu m'as fait quelque chose. Je l'ai regardé, n'en croyant pas mes oreilles. Mon fils rationnel et pratique, croyait-il vraiment que je lui avais jeté une sorte de malédiction mystique ? Étienne, ai-je commencé doucement. Tu ne peux pas être sérieux, n'est-ce pas ? Tu ne crois pas aux malédictions, à la magie. Tu as toujours été si rationnel. Je sais, athée, il hochait la tête. Je sais comment ça sonne. Mais comment expliques-tu autrement le fait que tout dans ma vie a commencé à s'effondrer, juste après que tu as dit ça ? Ça ne peut pas être juste une coïncidence. J'ai soupiré, ne sachant pas comment aborder cette conversation. Que veux-tu de moi, Étienne ? Que veux-tu que je fasse ? Il a levé les yeux vers moi avec une expression de désespoir. Lève la malédiction. Dis que tu me pardonnes. Que tu reprends tes paroles. Je regardais mon fils brisé, effrayé, s'accrochant aux superstitions qu'il avait toujours ridiculisées. Une partie de moi voulait juste accepter, dire que je lèverais la malédiction si cela pouvait lui apporter un soulagement. Mais l'autre partie réalisait que ce serait une erreur. Cela ne ferait que renforcer sa conviction que ses problèmes étaient causés par une force extérieure plutôt que par ses propres actions et décisions. Étienne, je me suis redressée sur ma chaise, choisissant mes mots. Je ne t'ai jeté aucune malédiction. Je ne suis pas une sorcière, je ne suis pas une magicienne. Je suis juste ta mère que tu as profondément blessée. Mais mes mots étaient une expression de douleur, ai-je dit fermement. La douleur que mon unique fils, celui que j'ai élevé seul, celui pour qui j'ai tout sacrifié, m'ait publiquement renié. Et dit que je ne faisais plus partie de sa famille, Étienne a baissé les yeux, se sentant clairement mal à l'aise au rappel de ses paroles. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais tu l'as fait. Je n'allais pas adoucir le coup. Et pas seulement ça. Tu es resté là et tu as regardé ta femme m'humilier. Tu l'as laissé se moquer de notre passé, de notre vie. Et au lieu de protéger ta mère, tu t'es joint à elle. Je sais. Il a secoué la tête. Et je le regrette. Vraiment, maman. J'étais aveuglée. Mon statut, mon succès, je voulais être à la hauteur de l'image que j'avais créée. Et ça, Étienne, c'est la vraie cause de tes problèmes, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Pas une malédiction mythique, mais ce que tu es devenu. Arrogant, égoïste, prêt à tourner le dos à ta mère pour maintenir ton image d'homme qui a réussi. Il écoutait sans m'interrompre, et je voyais que mes mots résonnaient bien que douloureusement. Tu n'as pas perdu ton travail à cause de la malédiction, ai-je continué. C'est parce que tu as toujours fait passer ton propre succès avant l'équipe, parce que tu pensais que tu étais meilleur que tout le monde. Et quand les problèmes ont commencé, personne n'était là pour te soutenir. Comment sais-tu Camille m'a raconté, ai-je expliqué. La façon dont tu parlais de tes collègues, comment tu pensais qu'ils étaient incompétents, pas dignes de ton niveau. Étienne a dégluti, ne le niant pas. Et Élise, ai-je poursuivi, sentant que je ne pouvais pas m'arrêter à mi-chemin. Elle ne t'a pas quitté à cause de la malédiction. Elle est partie parce que votre mariage a toujours été basé sur le succès extérieur, sur le statut. Tu étais son trophée, un mari brillant dont elle pouvait se vanter. Et quand cette image s'est effondrée, il ne lui restait plus rien à aimer en toi. Il a tressailli comme s'il avait reçu un coup mais n'a pas objecté. Même tes problèmes de santé. J'ai adouci mon ton voyant à quel point il était blessé. Tu as ignoré les symptômes pendant des années, refusant les examens réguliers, travaillant comme un forcené.
Tu disais toi-même que les médecins, c'était pour les faibles. Étienne était assis la tête, baissé, les épaules affaissées. Il avait l'air petit, vulnérable, pas du tout l'homme confiant dont il était si fier. « Alors, aide-moi », a-t-il demandé doucement. J'ai soupiré. « Étienne, je ne peux pas lever une malédiction qui n'existe pas. Mais je peux te dire la vérité. Tu as créé tes propres problèmes et seul toi peux les résoudre. » Comment ? Il a levé les yeux vers moi avec une expression de désespoir dans le regard. Comment puis-je réparer ça ? J'ai perdu mon travail, ma femme, ma santé. Il ne me reste rien. Il te reste une fille qui t'aime quoi qu'il arrive, lui ai-je rappelé doucement. Et tu as le temps de repenser ta vie. Mais je ne vais pas résoudre tes problèmes, Étienne. Que veux-tu dire ? Il avait l'air confus. Je ne te donnerai pas d'argent pour le traitement, ai-je dit sans détour. Je n'appellerai pas les gens que je connais pour te trouver un travail. Je ne vais pas t'offrir un logement. Tu es un homme adulte, Étienne. Tu as choisi ton propre chemin quand tu m'as renié. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences. Maman. Sa voix tremblait. S'il te plaît, je m'excuse pour tout. J'ai été un fils terrible, je le sais. Mais je changerai. Je le jure. Aide-moi juste maintenant, alors que je me sens si mal. J'ai secoué la tête, sentant mon cœur se briser à sa supplication. Mais je savais que je devais rester ferme. Si je cédais maintenant, rien ne changerait. Il retournerait simplement à ses vieilles habitudes dès que la crise serait passée. Non, Étienne, tu dois trouver ta propre issue. Tu dois te remettre sur pied, régler tes propres problèmes. Tu ne me pardonneras pas ? Il avait l'air choqué. Il ne s'agit pas de pardon. Ai-je essayé de dire calmement bien que mes entrailles criaient de douleur. Il s'agit de conséquences. Chaque action a des conséquences, Étienne. Tu ne peux pas juste dire désolé et t'attendre à ce que tout redevienne normal. Il est resté silencieux un long moment digérant mes paroles. Puis il a hoché lentement la tête. Je comprends. Tu as tout à fait le droit de me dire non après tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas une vengeance. Je voulais qu'il comprenne. Je ne te refuse pas pour te punir. Je te refuse parce que je sais que la seule façon pour toi de vraiment changer est de traverser cette épreuve toi-même. Sans béquille, sans soutien. C'est la seule façon pour toi de devenir l'homme que j'ai toujours espéré que tu serais. Et quel genre de personne as-tu toujours espéré que je serais ? A-t-il demandé amèrement. Honnête, fort, capable d'admettre ses erreurs et de les corriger. Respectueux des autres, pas seulement de ceux qui pourraient lui être utiles, ai-je dit doucement. J'espérais que tu deviendrais comme ton père. Il n'a jamais eu honte de ses racines. Il n'aurait jamais trahi un être cher pour le statut ou l'argent. Étienne a tressailli comme si mes paroles l'avaient blessé physiquement. La mention de son père faisait toujours mal. Il idéalisait le souvenir de Robert, bien qu'il s'en souvît vaguement. « Je comprends », a-t-il dit enfin, se levant de sa chaise. « Merci pour ton honnêteté, maman. Je trouverai un moyen de gérer ça moi-même. » Il a pris sa canne et s'est dirigé lentement vers la sortie. À la porte de la cuisine, il s'est arrêté. « Camille, peut-elle rester avec toi jusqu'à ce que je sois de nouveau sur pied ? Je ne veux pas qu'elle me voie comme ça et je ne veux pas qu'elle retourne chez Élise. Ce n'est pas une bonne atmosphère. » Bien sûr, j'ai hoché la tête. Camille peut toujours rester ici aussi longtemps qu'elle le souhaite. Merci, a-t-il dit doucement. Tu ne lui diras pas que je suis passée, je l'appellerai plus tard quand je serai plus concentrée. D'accord, ai-je accepté. Je ne le dirai pas. Il a hoché la tête et a continué son chemin vers la porte d'entrée. Je l'ai suivi, le regardant lutter avec les mouvements simples. Chaque pas semblait lui faire mal, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. À la porte d'entrée, il s'est retourné une dernière fois. « Maman, crois-tu vraiment que je peux réparer ça moi-même après tout ce que j'ai ruiné ?» Je l'ai longuement regardé, cet homme brisé qui avait été autrefois mon fils fier et brillant, et je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi croyait en lui, croyait que quelque part, au fond de cet étranger, le garçon que j'avais élevé était encore en vie. Mais une autre partie en doutait. Trop de choses avaient été détruites trop loin sur le chemin qu'il avait choisi. « Je ne sais pas, Étienne, ai-je répondu honnêtement. Cela ne dépend que de toi, de la force avec laquelle tu veux vraiment changer. » Il a hoché la tête, acceptant ma réponse. « Au revoir, maman, » a-t-il dit doucement et il est sorti fermant soigneusement la porte derrière lui. Je suis restée dans le couloir, me sentant étrangement vide.
Il n'y avait aucune jubilation que mes paroles aient été prophétiques, aucune satisfaction qu'Étienne ait enfin eu ce qu'il méritait, seulement une tristesse profonde et lourde pour ce qui aurait pu être mais ne serait jamais. Grand-mère. La voix de Camille m'a sorti de ma rêverie. Elle se tenait en haut des escaliers me regardant avec inquiétude. Tout va bien, j'ai cru entendre la voix de papa. Je me suis tournée vers elle essayant d'avoir l'air calme. Non, ma chérie, c'était le facteur. Il m'a demandé si je savais où vivait un certain monsieur Reed. J'ai dit que je ne savais pas. Camille n'a pas semblé tout à fait le croire, mais elle n'a pas insisté. La tarte doit être prête maintenant, a-t-elle dit. On va voir. Oui. Ai-je souri, essayant de ne pas penser à Étienne, partant nulle part sans argent, sans travail, sans famille. Allons voir notre tarte. La cuisine sentait la pomme et la cannelle. Une odeur si familière, si réconfortante. Camille a sorti la tarte du four, une croûte parfaitement dorée, du jus bouillonnant sur les bords. Elle a l'air délicieuse, s'est-elle émerveillée. Goûtons-la pendant qu'elle est chaude. En la regardant couper la tarte, en la regardant placer soigneusement les morceaux dans les assiettes, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. L'amour pour cette fille qui était revenue dans ma vie si inopinément et l'amertume à la pensée de son père qui l'avait abandonnée. Nous nous sommes assis à table et avons commencé à manger la tarte. Camille parlait de l'école des nouveaux amis, qu'elle s'était fait à Rambouillet, et j'écoutais d'une oreille distraite pensant à Étienne. Je ne savais pas si je le reverrais un jour. Je ne savais pas s'il sortirait un jour du trou dans lequel il s'était mis. Je ne savais pas si mes petits-enfants pardonneraient un jour à leur père la façon dont il m'avait traité et eux. Tout ce que je savais, c'est que j'avais fait le bon choix en refusant de l'aider. Pas par vengeance, pas par désir de le voir souffrir, mais par la compréhension que parfois une personne doit traverser la douleur et les épreuves seule pour vraiment changer. Et si Étienne change un jour, s'il devient une personne différente, eh bien alors être que nous pourrons commencer à construire de nouvelles relations, pas celles que nous avions avant, celles-là sont mortes la nuit où il m'a renié, mais être quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel et la compréhension. En attendant, je vivrai ma vie. Je m'occuperai de Camille, je la soutiendrai, je l'aiderai à devenir une femme forte et indépendante, je verrai Agnès, je travaillerai à la bibliothèque, je tricoterai au club de tricot. Je vivrai comme j'aurais toujours dû vivre, non pas comme la mère ou la grand-mère de quelqu'un, mais comme Hélène, une femme qui a traversé beaucoup de choses et qui est restée forte. Et si quelque part dans le monde mon fils combat ses propres démons, eh bien je lui souhaite bonne chance dans ce combat. Mais je ne serai plus son bouclier, je ne serai pas sa bouée de sauvetage, je ne serai pas celle qui ramassera les morceaux de ses erreurs. Ce chapitre de ma vie s'est terminé la nuit où il a dit « Tu ne fais plus partie de notre famille ». Et un nouveau a commencé aujourd'hui quand j'ai dit « Je ne résoudrai pas tes problèmes ». Et dans ce nouveau chapitre, il n'y avait pas de place pour le fils qui m'a trahi. Mais il y avait beaucoup de place pour la petite fille qui a retrouvé son chemin vers moi. Pour de nouveaux amis, de nouveaux intérêts. I need your help. Pour la nouvelle Hélène indépendante.